Donc moi je vais vous parler des tumeurs HER2 puis des tumeurs triple négatives. Donc tout d'abord les tumeurs HER2, on va parler de savoir s'il est possible de faire l'économie des anthracyclines en adjuvant chez les tumeurs HER2 positives, de savoir quelle est la durée optimale de thérapie anti-HER2 et quelle est la place du double blocage, que ce soit en métastatique ou en adjuvant. Donc peut-on faire l'économie des anthracyclines en adjuvant? Pour cela, il y a eu 2 études de phase 2 qui ont été publiées. La première, une étude du New England publiée en 2015, qui comprenait donc 403 patientes qui étaient toutes atteintes de tumeurs HER2 positives de stade 1, traitées par Taxol hebdomadaire et trastuzumab. On a eu une survie sans récidive à 3 ans très élevée, à 98,7%, et avec une bonne tolérance clinique. On n'a eu que 13 cas d'altération de la FEG, et dont 2 seulement irréversibles. Ce bon résultat en survie sans récidive a été confirmé quelle que soit la taille de la tumeur et quel que soit le statut des récepteurs hormonaux. La deuxième étude de phase 2 publiée est une étude publiée dans le Lancet en 2013, qui elle aussi trouvait un résultat en PFS très important à 97,8%, avec une tolérance cardiaque qui était elle aussi satisfaisante. Seul bémol, une hématotoxicité plus importante, avec 47% de neutropénie grade 3 ou 4, donc 2/3 des patientes qui étaient sous GCSF. Au total, on peut dire que oui, on peut faire l'économie des anthracyclines en adjuvant, car il y a une bonne survie et une toxicité qui est acceptable. Cependant, attention, il y a peu d'essais de schéma court sans anthracycline. Il n'y a aucune étude randomisée avec un bras contrôle. En effet, il faudrait des cohortes de patientes vraiment trop importants et un suivi long pour réussir à obtenir un résultat significatif. L'autre question, c'est de savoir combien de temps on utilise cette thérapie anti-HER2. Une première étude, l'étude HERA, publiée dans le Lancet en 2013, qui comparait en 2 bras le trastuzumab en 1 an versus 2 ans. Donc, cette étude, il n'y avait pas de différence significative entre les 2 bras. L'étude phare, elle, comparait 6 mois versus 1 an de thérapie anti-HER2 par trastuzumab. Là non plus, après un suivi de 3 ans et demi, il n'a pas été montré que la thérapie anti-HER2 de 6 mois était équivalente à une durée de 1 an. On reste donc sur une durée de traitement de référence de 1 an pour les anti-HER2. Qu'en est-il du double blocage en première ligne métastatique? Donc déjà, pourquoi une association pertuzumab-trastuzumab? La voie de signalisation HER2 fonctionne après activation par homodimérisation de HER2 ou par hétérodimérisation d'HER2-HER3. Et c'est ce signal qui est le plus fort. Donc le trastuzumab est contre un épitope de HER2 et on se rend compte que les tumeurs qui échappent à trastuzumab vont créer des hétérodimères. C'est là qu'intervient le pertuzumab qui permet, par l'association sur un épitope différent, d'empêcher la création d'hétérodimères HER2-HER3. Donc c'est l'étude Cléopatra, publiée dans le New England en 2012, qui a randomisé les patientes en 2 bras. On avait plus de 800 patientes randomisées entre trastuzumab docetaxel versus le double blocage, trastuzumab plus docetaxel, avec une différence en PFS significative de 6,1 mois. Les résultats actualisés qui ont été publiés dans le New England en 2015 retrouvent un bénéfice en termes de survie globale de 15,7 mois, significatif. Une autre étude, c'est l'étude PERTEN, qui a été présentée au San Antonio 2016. Donc c'est une étude de phase 2 qui a randomisé les patientes en 2 bras, trastuzumab versus pertuzumab plus trastuzumab, associée à une hormonothérapie plus ou moins une chimiothérapie. Donc il y avait 2 questions dans cette étude. En ce qui concerne le double blocage, on trouvait un bénéfice en PFS en faveur du double blocage. L'étude Marianne, quant à elle, parlait du TDM1 en comparant randomisant les patientes en 3 bras. Le bras TDM1 plus placebo, le bras avec un double blocage TDM1 plus pertuzumab, et le bras témoin, trastuzumab plus docetaxel ou paclitaxel. On ne trouvait pas de différence significative entre les différents bras en termes de PFS. Cependant, il faut faire attention, le bras témoin utilisé dans cette étude était déjà plus le bras de référence, parce qu'entre-temps, l'étude Cléopatra avait été publiée. Le bras de référence était donc le double blocage pertuzumab-trastuzumab, et non plus le trastuzumab seul.
Donc qu'en est-il du double blocage en deuxième ligne métastatique? Donc il y a l'étude Ferexa qui a été qui a été présentée à l'ASCO de 2016. Les patientes étaient en progression en cours ou après un traitement par taxane et trastuzumab et étaient randomisées entre deux bras, pertuzumab et trastuzumab plus capecitabine ou trastuzumab seul. Il n'y avait pas de différence significative en termes de PFS. On retrouvait une différence significative en termes de survie globale, mais pour lesquelles on ne pouvait pas conclure, car l'étude avait un plan hiérarchique statistique, et donc la survie globale n'était pas interprétable si la PFS n'était pas significativement significative. Une autre étude qui a comparé l'apatinib versus l'apatinib plus trastuzumab retrouvait un résultat significatif en termes de PFS en faveur du double blocage de l'apatinib plus trastuzumab. Donc qu'en est-il du double blocage chez les patientes métastatiques dans les référentiels? Le référentiel ABC3 de Cardazo dit que la première ligne chez les patientes qui n'ont pas reçu de traitement anti-HER2 préalablement, il est indiqué de faire un double blocage. Chez les patientes ayant reçu un traitement adjuvant par trastuzumab, le double blocage reste une option. Que le double blocage par TDM1 plus pertuzumab n'a pas montré d'efficacité par rapport au TDM1 seul. Et on n'a pas de données en cas de rechute dans les 12 mois après un traitement adjuvant par trastuzumab, vu que c'est des patientes qui étaient exclues de l'étude Cléopatra. On n'a pas de données non plus sur l'intérêt de poursuivre le double blocage en changeant de chimiothérapie en cas de progression chez des patients qui étaient déjà sous double blocage avec chimiothérapie. Qu'en est-il maintenant du double blocage en adjuvant? Il y a l'étude ALTO qui a été présentée à l'ASCO en 2014 qui a randomisé les patientes en trastuzumab, l'apatinib ou trastuzumab et l'apatinib en séquentiel ou associé. Et on ne retrouvait pas de différence en termes de survie globale entre les différents bras. On retrouvait par contre une toxicité beaucoup plus importante chez les patientes qui avaient le double blocage, que ce soit en séquentiel ou en adjuvant, avec une toxicité digestive, plus de 15% de toxicité digestive supérieure au grade 3 chez les patientes avec double blocage. Une autre étude, l'étude Extenet, qui évaluait une prolongation du traitement adjuvant, donc des patientes qui avaient reçu une chimiothérapie et du trastuzumab en adjuvant, on les prolongeait pendant au moins 1 an par du nératinib. Il y avait quand même plus de 2800 patientes qui étaient donc randomisées entre deux bras, nératinib 1 an versus placebo, avec une différence significative en termes de PFS minime. À 1 an, on passait de 95,6% à 97,8%. Le suivi de cette étude est court pour l'instant, uniquement de 2 ans. Un bénéfice qui est donc modeste au prix d'une toxicité digestive importante. On voit 40% de diarrhée grade 3 chez les patientes qui avaient du nératinib. On attend donc avec impatience pour l'adjuvant l'étude Affinity qui randomise les patientes en adjuvant entre trastuzumab-pertuzumab versus trastuzumab seul. Voilà pour les tumeurs HER2 positives. Pour les tumeurs triple négatives maintenant, donc je vais vous parler des TILS, de la chimiothérapie adjuvante chez ces patientes, de la chimiothérapie néoadjuvante, puis chez les patientes métastatiques. Les TILS, qu'est-ce que c'est? C'est l'infiltration des lymphocytes et des plasmocytes dans le stroma tumoral. C'est un reflet donc de la réponse immune au cancer et ça a une valeur comme biomarqueur qui varie en fonction du sous-type moléculaire et qui est d'autant plus important lorsque la densité est importante chez les patients qui ont une tumeur HER2 positive ou triple négative. Le TILS en adjuvant, on a prouvé que plus la densité était importante, plus la survie sans rechute était longue. Donc si on prend l'étude publiée dans le JCO en 2014, il a prouvé que le TILS était un facteur pronostique en survie globale et en survie sans récidive. Donc une augmentation du taux de TILS intratumoral de 10% entraînait une diminution du risque de rechute de plus de 15%, donc de 18%. Une nouvelle entité est donc apparue, les LPBC, Lymphocyte Predominant Breast Cancer, qui sont donc les tumeurs avec une infiltration du stroma tumoral de plus de 50% par des TILS. Ces tumeurs ont un meilleur pronostic avec une survie à 10 ans qui est augmentée
Et de la même façon, dans l'étude publiée dans Annals of Oncology de 2015, on retrouvait une réduction de 15% du risque de décès, cette fois, pour chaque augmentation de 10% du taux d'ETILS. Qu'en est-il en néoadjuvant? Il y a deux études, l'étude G par duo et l'étude G par trio, donc qui montraient que le LPBC était associé à une réponse complète histologique augmentée. Donc, les LPBC sont associés à un taux de réponse élevé au traitement néoadjuvant. La chimiothérapie adjuvante, maintenant, chez les patients triple négatifs, est quasiment prescrite et toujours indiquée, à l'exception peut-être des tumeurs PT1A, N0, ou certains sous-types particuliers histologiques. Lorsqu'on la prescrit, elle comprend le plus souvent de l'intracycline, du cyclophosphamide et un taxane. Pourquoi on utilise des anthracyclines? Parce que les tumeurs triple négatives ont une instabilité chromosomique pour lesquelles les anthracyclines vont être les plus efficaces. Du coup. Mais est-ce qu'on peut se passer de ces anthracyclines? C'est la question qui a été posée dans l'essai ABC, présenté à l'ASCO en 2016. C'était des patientes HER2 négatives, donc qui étaient ou RH+, ou RH-, qui étaient randomisées entre 6 cycles de TC versus un schéma habituel par TAC, avec un médiane de suivi de 3,2 ans. Et on ne retrouvait pas de non-infériorité de schéma de 6 TC versus le schéma habituel. Est-ce qu'on peut faire une désescalade pour les tumeurs PT1 N0, les patientes chez qui on se pose la question de faire une chimiothérapie adjuvante? Une étude rétrospective qui reprenait plus de 4000 patientes triple négatives PN0 retrouvait donc une survie globale à 5 ans de 92,5% en absence de chimiothérapie versus 96%. Donc une différence qui n'est pas majeure. Qu'en est-il de ces 4% de patientes qui rechutent? Il nous faudrait des éléments pronostiques autres pour pouvoir décider s'il faut leur faire ou pas de la chimiothérapie. Le délai par rapport à la chirurgie maintenant pour initier la chimiothérapie adjuvante. On sait qu'après une chirurgie, il y a des facteurs de croissance qui sont stimulés et qui peuvent accélérer la croissance des micrométastases. Pour cela, il y a une étude observationnelle qui a regroupé plus de 24 000 patientes, qui a été publiée dans le JAMA en 2016, qui a prouvé qu'un retard de 7 jours de l'initiation de la chimiothérapie chez les patientes triple négatives augmentait de 1% le risque de décès. Donc ce n'était pas le cas chez les patientes RH+, ou HER2+, comme vous pouvez le voir. Pour tous les groupes, on avait une augmentation du risque de décès dès qu'on dépassait 3 mois après la chirurgie pour initier la chimiothérapie adjuvante. Pour les patientes triple négatives, ça a augmenté le risque de 47% de décès non spécifiques. Il y a d'autres études rétrospectives qui vont dans ce même sens. Deux études publiées dans le JCO en 2000 et en 2014 qui retrouvent cette fois-ci une nette amélioration de la DFS si on démarre la chimiothérapie adjuvante rapidement après la chirurgie. Et également 2 méta-analyses qui vont dans ce sens-là. Donc plus le premier cycle de chimiothérapie adjuvante est démarré tôt, plus le risque est démarré tard, plus le risque de décès est majoré. Le délai optimal n'est pas encore connu, mais le plus tôt est mieux, d'autant plus si la patiente est atteinte d'une tumeur triple négative. Dans la chimiothérapie adjuvante, est-ce qu'il y a un taxane préférentiel? Donc c'est l'étude publiée dans le JCO en 2015 qui randomisait les patientes en 4 bras. Taxol toutes les 3 semaines, Taxol hebdomadaire, Taxoter toutes les 3 semaines ou Taxoter hebdomadaire. Il y avait quand même plus de 1000 patientes triple négatives. Et le bras qui est ressorti de ces études en DFS et en survie globale, c'est le bras par Taxol hebdomadaire, avec une survie globale qui est quand même passée de 65% à 75%, et une DFS de 57 à 69%. Qu'en est-il de la chimiothérapie dose dense? Une étude négative publiée en 2005, avec cependant, il faut le noter, un tiers de patientes N-, donc une part importante des patientes, et seulement 40% des patientes qui étaient triple négatives. 2 études positives par contre, le CAL-GB et la GIM2, qui retrouvaient une réduction du risque de décès et une amélioration de la DFS. Dans ces 2 études-là, les patientes étaient plus sévères, elles étaient toutes PN+, et la dernière étude avait quand même 18% de tumeurs triple négatives. Donc, une chimiothérapie dose dense, oui, on a sûrement raison de l'utiliser, d'autant plus chez les patientes qui sont à plus haut risque, donc N+,
mais ça reste un schéma controversé, car aucune étude a été faite avec une population homogène. On tire des conclusions sur des analyses de sous-groupes d'études avec une population hétérogène. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres cytotoxiques dans la chimiothérapie adjuvante chez ces patientes? Il y a eu 3 études négatives en adjuvant pour la capecitabine, toutes négatives en termes de PFS et de survie globale, et une seule retrouvait un résultat positif, mais c'était en analyse de sous-groupe. C'est l'étude FINX qui a été publiée dans le JCO en 2012. Donc pas de données suffisantes à l'heure actuelle pour la capecitabine. Il en était de même pour les sels de platine en adjuvant. Le bevacizumab en adjuvant, une étude publiée dans l'Annals of Oncology en 2017, avec plus de 2500 patientes, on ne retrouvait pas de différence significative en termes de DFS. Donc, la chimiothérapie adjuvante chez les patientes triple négatives, elle est presque toujours à prescrire. Le premier cycle est à délivrer le plus rapidement possible après la chirurgie. Elle doit comprendre un cyclophosphamide, un taxane, plus particulièrement du taxol hebdomadaire, et un anthracycline. Le schéma dose-dense est à réserver pour les patientes les plus graves, enfin les plus à risque de rechute. Et il n'y a pour l'instant, à l'heure actuelle, pas de place pour d'autres cytotoxiques. Les sels de platine en néoadjuvant maintenant. Il y a eu 3 grandes études randomisées en néoadjuvant. Une étude négative, les CGCAM, mais avec moins de patientes. Il n'y avait que 94 patientes triple négatives, avec quand même une étude qui allait dans le sens d'une meilleure réponse histologique. Et 2 études positives, l'étude GEPAR-Sixto, publiée dans le Lancet en 2014, qui retrouvait une amélioration de réponse complète histologique, et l'étude CALBG. Les 2 études avaient pas mal de patientes, 158 pour la première et 443 pour la deuxième. Donc si on reprend l'étude GEPAR-Sixto, les patientes étaient randomisées en 2 bras, paclitaxel, doxorubicine, plus ou moins avec de la carboplatine. Donc on retrouvait une réponse significative en termes de réponse complète histologique. Également, une DFS qui était significativement augmentée dans le bras carboplatine. Attention cependant, il n'y avait pas d'alkylan dans le groupe de référence. L'autre étude, l'étude CALGB, randomisait les patientes en 4 bras, taxol seul, taxol avastin, taxol carboplatine et l'association des 3. Et on retrouvait, donc, dans tous les sous-types histologiques triple négatifs compris, un bénéfice en termes de réponse histologique complète. Attention cependant, il n'y avait pas de différence en termes de survie globale et en termes de survie sans progression. Donc les sels de platine en néoadjuvant, oui, ça augmente le taux de réponse histologique complète en néoadjuvant. Attention cependant, il n'y a pas suffisamment de données en survie globale et en PFS, et une augmentation de la toxicité avec un doublement de la toxicité hématologique. Des facteurs prédictifs de réponse, les TIS, on a déjà répondu au début, oui. Le statut BRCA, encore à l'étude, il y a un taux de réponse lié aux carboplatines qui semble plus élevé dans le bras des patientes non mutées BRCA, de façon surprenante dans l'étude GEPAR-Sixto. J'ai bientôt fini. Dans les triples négatives métastatiques, qu'en est-il de l'Avastin en première ligne? Une méta-analyse de 3 études randomisées parue il n'y a pas longtemps, avec plus de 2000 patientes triple négatives, et on retrouve un bénéfice en PFS de l'Avastin associé au paclitaxel ou au docetaxel, d'où l'AMM en première ligne en association. Qu'en est-il des patientes qui ont déjà reçu des anthracyclines et des taxanes en adjuvant? Pour cela, il y a l'étude 301 qui retrouve une amélioration de la survie globale. Attention, c'est en analyse de sous-groupe avec l'éribuline, une médiane qui passe de 9,4 mois à 14,4 mois. Attention, l'étude non en sous-groupe était non significative. Enfin, les sels de platine en métastatique, il y a les CTNT, qui comprenaient 376 patientes triple négatives qui randomisaient carboplatine versus docetaxel, sans différence en termes de réponse objective histologique, ni en PFS, ni en survie globale. Par contre, en analyse de sous-groupe chez ces patientes triple négatives BRCA1 ou 2 mutées, on retrouvait un gain en réponse objective, un bénéfice en PFS, voilà, c'est à considérer. En métastatique, du coup, chez les patients triple négatives, le bevacizumab a eu l'AMM en première ligne en association avec le paclitaxel. L'éribuline 100 mètres, la seule molécule avec une amélioration
en survie globale par rapport à la capecitabine, sous réserve d'une étude rétrospective et d'un résultat en sous-groupe. Les sels de platine sont a priori restreints en forme germinale mutée BRCA1 ou 2. Et à venir, des résultats à propos des inhibiteurs de PARP chez les patients triple négatifs BRCA mutés. Voilà, merci de votre attention. En adjuvant dans les HER2, il y a une étude randomisée, la BCRG 006. Donc en fait, ils vous ont montré les 2 essais de phase 2. Il n'y avait pas de bras contrôle. C'était pour les petites tumeurs. Mais la BCRG 006, c'est un bras qui est avec anthrataxane, un bras avec anthrataxane trastu, et il y a un troisième bras qui est taxane, carbo, docétaxel, carboplatine et trastuzumab. Il n'y a pas de différence en survie globale. Il y a une petite tendance pour les anthracyclines, et c'est là où on avait regardé s'il y avait éventuellement une différence en fonction du statut des tumeurs sur la topoisomérase 2. Voilà. Donc, il y a une étude randomisée de phase 3, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que quand on peut faire des entrants, on a tendance à faire, et pour les petites tumeurs où le rapport bénéfice-risque en termes de toxicité liée aux anthracyclines semble être en défaveur, on s'appuie sur Tolanel pour pouvoir dire qu'il peut se passer éventuellement d'anthracycline dans ces populations-là, ou chez les dames qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Sur le métastatique, la BC3, c'est intéressant, vous avez vu, il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas faire de traitement éventuellement de deuxième ligne avec du pertu, trastu ou chimio. Il y a marqué qu'il n'y a pas de deux. C'est important parce qu'il y a parfois des prises de position dans les conférences de consensus qui sont très claires, qui sont il ne faut pas, et puis il y a des prises de position qui sont il n'y a pas de données. Ça sous-entend voilà. Traitement adjuvant. Alors, autre chose, tu as cité Alto. Tu dis qu'il n'y a pas de différence entre les bras. Il faut juste amener une précision. Le bras lapatinib seul a été à un moment donné arrêté parce qu'on a considéré qu'il était inférieur. Donc il n'y a pas de différence dans les 3 bras où il y a du trastu. Mais dans le bras où il y a du lapatinib seul, c'est moins bien que le trastusion. Donc ça, il faut faire attention, c'est pas un standard. Le nératinib, c'est intéressant peut-être, malgré la tox. Une des hypothèses sur le nératinib, en analyse de sous-groupe, c'est qu'il semble que ce soit un peu plus intéressant chez les RH+. Or, le nératinib, c'est un TKI, c'est un pan-inhibiteur sur EGF récepteur, donc HER1 aussi. Et un des mécanismes de résistance qu'on suppose être potentiellement impliqué dans l'hormonorésistance, c'est justement une voie de signalisation croisée, pas seulement avec HER2, mais aussi avec HER1, donc avec EGFR. Et l'une des hypothèses, c'est de dire que le nératinib renforce, entre guillemets, l'effet du traitement anti-hormonal, puisqu'il va prévenir l'apparition plus précoce de résistance au traitement anti-hormonal du fait du blocage de la voie de signalisation de GFR, pas seulement d'HER2. Donc ça, c'est pour HER2. Je ne sais pas s'il y a des choses qui seront pas claires ou claires sur HER2. Pour vous, c'est clair, c'est pertu-trastu, la première ligne. Donc on attend Affinity, savoir si le double blocage sera quelque chose d'intéressant en adjuvant. L'étude est positive, mais attention au positif sur l'objectif principal. Il faut voir en valeur absolue ce que ça fait. On aura les résultats bientôt, à l'ASCO. Et l'autre élément sur lequel il faut être vigilant, c'est que l'étude de Xavier, enfin l'étude française qui était phare 6 mois versus 1 an, n'a pas permis de démontrer l'absence d'infériorité. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de garantie pour dire qu'on peut faire 6 mois. Je pense qu'on va repartir sur une deuxième couche de phare, parce que quand on va être sur un double blocage, si on est sur un double blocage, il sera d'autant plus légitime de se poser la question de la désescalade dans ce sens-là, en disant que si on utilise 2 drogues très actives, peut-être que c'est pas la peine d'en donner 1 an. Surtout que dans phare, on l'analyse en sous-groupe, il y a un signal plutôt en faveur d'une équivalence potentielle, ou en tout cas de l'absence d'infériorité, quand il y a une administration concomitante de la chimiothérapie et du traitement anti-HER2. Quand c'est une administration séquentielle comme dans ERA, c'est plutôt 1 an.
l'avantage va plutôt vers 1 an versus 6 mois. Quand c'est concomitant, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de différence. Donc peut-être que de donner précocement le traitement anti-HER2, comme tu l'as évoqué sur les triples négatifs en adjuvant, ça a un intérêt. Pour les triples négatifs en adjuvant, pareil, méfiez-vous, le platine effectivement n'est pas un standard. En néoadjuvant, c'est pas non plus un standard. Même chez les patients comité BRCA, c'est une option. Après, vous avez déjà pris en charge les patients comité BRCA. Ça répond à tout. Je schématise un peu, ça répond à beaucoup de médicaments. Et en fait, dans l'histoire du cancer du sein, si vous reprenez toutes les drogues, il y a une drogue qui est fondamentale, qu'on oublie tout le temps, mais qui est là depuis le début. C'est le cyclophosphamide. Parce que dans le CMF, il y avait du cyclophosphamide, dans le FAC, il y avait du cyclophosphamide, et quand vous faites du TAC ou un séquentiel, il y a encore du cyclophosphamide. Et même dans la méta-analyse en adjuvant ou en méta avec les taxanes, vous vous apercevez que quand c'est comparé aux intras, si dans le brataxane, il n'y a pas de cyclophosphamide, c'est moins bon. Notamment avec le docétaxel. Donc en fait, le cyclophosphamide est une drogue fondamentale, notamment dans les triples négatifs, notamment en situation adjuvante, et c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de platine et que c'est une erreur, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que ce n'est pas dramatique si vous ne faites pas de platine. Par contre, si la dame ne répond pas, on a tous traité des patients comité BRCA, c'est rare qu'une patiente ne réponde pas à un schéma par cyclophosphamide, et qu'elle va répondre au moment d'initiation du carboplatine. On va réussir à obtenir une réponse. Par contre, il y a des vraies progressions sous taxane seul, notamment le docétaxel seul. Ça, on l'a vu en adjuvant, il y a une réponse et puis ensuite il y a un échappement. C'est pour ça que de temps en temps on fait plutôt du TC, puisqu'on rajoute du cyclophosphamide. En métastatique, c'est ce que tu as dit, bon, il y a le bevacizumab en première ligne. Les données avec l'érimeline, ce n'est pas des données rétrospectives, c'est une analyse sur des données prospectives, mais c'est une analyse de sous-groupe. Et ce qui est intéressant dans la manière dont ça a été fait, c'est qu'en fait au départ, l'idée n'est pas venue même pas du laboratoire, j'allais dire, c'est que quand la capecitabine a été comparée à l'érimeline dans un essai randomisé, prospectif, etc., vous savez qu'on est obligé de présenter des données aux autorités à partir du moment où on a un essai randomisé et qu'une molécule est enregistrée, puisque ça veut dire qu'il faut amener sur le dossier d'enregistrement des nouveaux éléments. Et là, les gens ont dit, ok, c'est pas supérieur, c'est peut-être pareil, mais on a l'impression que ça marche un peu mieux quand même à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse en fonction des sous-types, HER2, RH, triple négatif, etc. Et là, ça a commencé à sortir, et donc ils ont demandé des analyses supplémentaires. Et donc du coup, c'est là qu'on est reparti sur des données pour essayer de comprendre. C'est une drogue particulièrement active dans les tumeurs chimiosensibles, probablement les triples négatifs, mais pas seulement. Et c'est peut-être un peu supérieur effectivement à la capecitabine quand on regarde les données. Maintenant, il n'y a pas de données en adjuvant, il n'y a pas de données très claires aujourd'hui, même en positionnement néo-adjuvant par rapport aux autres. Et c'est une drogue qui peine un peu parce qu'il n'y a pas eu un développement qui a été plus fort, mais c'est normal, ça venait d'une compagnie où il n'y avait pas grand-chose en termes d'héritage cancérologique, donc c'est un peu compliqué. Les inhibiteurs de PARP, on a un essai positif qui va être présenté à l'ASCO, ça vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire sur les HER2? Ferexa, c'est intéressant avec la capecitabine. Vous avez compris le piège? Le piège avec la capecitabine dans Ferexa, c'est qu'on ne pouvait analyser les données de survie que si les données de PFS étaient positives. Sinon, on n'avait pas le droit. Donc en fait, les données de survie, pour avoir assisté à l'IDMC à regarder, elles étaient franchement en faveur de la positivité, mais comme les données de PFS ne sortaient pas, on n'avait pas le droit de sortir du titre. C'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est comme ça aussi que la B42, tout à l'heure, pour l'adjuvant étendu avec le NSABP, après 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase, elle est négative. Comme sur une étude préalable, vous savez que l'étude du NSABP, la 20, je ne sais plus laquelle, 23 ou 20, qui comparait 5 ans à 10 ans de tamoxifen, elle était négative en adjuvant. Elle était négative parce qu'ils avaient fait une analyse intérimaire, ils avaient perdu du petit p. À chaque fois que vous faites une analyse intérimaire pas prévue, vous perdez de la puissance statistique. Donc, ils ont fait la même connerie avec la 42 pour les inhibiteurs de l'aromatase. Ils ont fait une analyse et ils ont perdu en puissance et donc ils n'ont pas pu conclure, même si les courbes étaient... Donc méfiez-vous quand on a tendance à faire
beaucoup d'analyses intermédiaires, même si les courbes semblent intéressantes, vous perdez en valeur statistique et donc vous n'arrivez pas à les voir. Des questions sur HER2 et triple neg? Monsieur. Alors moi j'ai plutôt des commentaires. La première chose, c'est pour les facteurs de croissance de la faute des chirurgiens. Mais avant la chirurgie, il y a une biopsie. Et quand on touille dans une tumeur avec un mammotome, par exemple, je pense qu'ils en larguent largement autant que nous. En fait, c'est une question intéressante, ces histoires de délai. Et pourquoi c'est si important? D'abord parce que vous pouvez toujours vous poser la question, elle arrive quand elle arrive. Et donc avant l'arrivée dans la communauté médicale, il s'est passé un certain temps sur lequel vous n'avez pas de pouvoir. Mais pourquoi on en parle dans ces essais thérapeutiques, ces études thérapeutiques? C'est parce que aux États-Unis, les réunions de concertation pluridisciplinaire, ça n'existe pas. Ou très peu. Et donc, la patiente arrive au MD Anderson au Mémorial, elle voit Chip Cody au Mémorial, qui dit « D'accord, je vous opère demain et on va vous faire une reconstruction mammaire en même temps. » Et puis la reconstruction, il met une prothèse, ça suppure, on est obligé d'extraire, de retirer la prothèse, ou on jardine la suppuration, ou machin, etc. Et il s'est déroulé X semaines ou mois, tout ça parce que personne n'a discuté avec l'oncologue médical ou avec les chirurgiens de la meilleure stratégie pour la patiente. Donc ça, c'est un truc, il faut se souvenir de ça, c'est que les Américains ne font pas de RCP. Et par exemple, au MD Anderson, vous avez 4 chirurgiens qui font de la tumorectomie et 12 plasticiens. Donc forcément, s'il y a 12 plasticiens, ben on fait de la mastectomie, puis de la mastectomie bilatérale. Et le taux de complications quand vous faites une mastectomie bilatérale avec une reconstruction immédiate, vous multipliez les complications post-opératoires de 30%. Donc ces délais sont importants parce que c'est des choses pratiques. C'est parce que plus vous faites un geste chirurgical plus compliqué, plus votre délai où vous allez adresser votre patiente à l'oncologue médical augmente. Et donc forcément, vous perdez du temps et un bénéfice. Deuxième chose, la situation idéale, c'est évidemment le néoadjuvant. Vous avez fait votre biopsie, lancez le facteur de croissance, et vous confiez votre patiente à l'oncologue médical en lui disant ben, quand tu as eu une bonne réponse, tu me la renvoies pour que je l'opère. Et donc tu vois arriver, Joseph me renvoie ma patiente, et ça fait, comme j'ai un peu de délai pour mes consultations, ça fait 3 semaines qu'elle a eu sa dernière chimio. Et je lui dis Jojo, si tu veux que je foute avec ta patiente, là, ça fait 3 semaines qu'elle a eu sa chimio, et moi j'ai des délais opératoires. Et en plus, il va falloir lui faire un lambeau parce que la tumeur est grosse, machin, etc. Donc je suis coincé au point de vue temps. Donc on arrive parfois, si c'est le malade qui a un essai thérapeutique, ça ne marche pas. Mais si c'est les hors essais thérapeutiques, elle va prendre peut-être même une chimio de plus, totalement hors protocole. Tout ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir ensemble avec vos chirurgiens, même s'ils n'ont qu'un seul cerveau et une grosse main. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, quand vous décidez, vous voyez dans certains hôpitaux à Paris, les oncologues médicaux, vous voyez les malades les premiers. Si vous décidez d'un traitement néoadjuvant, montrez-la plutôt à un chirurgien au début. Parce que pendant le temps de la chimiothérapie néoadjuvante, par exemple, on va avoir le temps de la tester sur les mutations BRCA1. Et le geste chirurgical ne va pas forcément être identique. Elle va avoir le temps de réfléchir, le temps de revenir nous voir. On va vous rappeler qu'il faut mettre un clip quand vous êtes en réponse complète ou en réponse quasi complète pour que nous on retrouve la zone opératoire. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire sur ces malades, en métastatique, on discute moins, encore que sur certaines métastases qu'on peut traiter. Mais en traitement initial, faites ça, j'imagine avec les radiothérapeutes également, mais faites ça en coopération. On va se voler aucun traitement, on va se voler aucun patient, mais simplement on va respecter des délais
Et c'est vrai que les 3 semaines qu'on dit être les bonnes 3 semaines avant d'opérer après une chimiothérapie réadjuvante, c'est parfois trop court parce qu'elles n'ont pas remonté leurs globules. Ou elles les ont remontés, mais ils ne sont pas trop fonctionnels, quoi. Tu vois, c'est des blancs qui ont un peu une drôle de gueule, qui se défendent mal contre l'infection, etc. Et donc vous allez reperdre du temps par la suppuration post-opératoire. Donc c'est ça l'intérêt de ces délais. Et c'est bien expliqué dans ces publications américaines, mais simplement parce qu'ils ne discutent pas avant. Le meilleur exemple, c'était, on avait vu ça, c'était avec Clough une fois, on avait été à une réunion d'un gars qui faisait les trams, vous savez, il prenait c'était avant les Dieppe encore, mais c'était les trams. Il y a un chirurgien américain qui fait une conférence à l'hôpital américain pour nous montrer les trams. Donc il nous montre un cliché, une petite tumeur qui fait 5 mm ou 10 mm de diamètre, et il montre le tram, le machin, etc., les vaisseaux, etc. Alors à la fin, évidemment, nous on lève la main, on dit, mais il a fait un tram, la tumeur, elle fait 10 mm, tu peux peut-être plus faire un traitement conservateur. Et il nous a répondu, mais moi, on m'a envoyé une patiente pour un tram, je lui fais un tram. C'est logique. Donc, n'oubliez pas ça dans les publications nord-américaines, c'est que de temps en temps, vous n'êtes pas dans la même logique. Je fais un tram parce qu'on m'a envoyé une patiente pour un tram. Point. Je fais un diète parce qu'on m'a envoyé pour un diète. Et puis, voilà. Et évidemment, si le diète commence à nécroser, toi, tu es derrière avec tes petits taxanes et machins, etc., tu n'arrives pas à les faire. Là, c'est des aspects pratiques, peut-être après des choses compliquées, moi je n'ai pas tout compris ce qu'ils ont dit. Hein. Mais ce que je sais, il faut travailler ensemble, et puis il y a ces facteurs sociétaux sur lesquels on ne veut pas intervenir. La grand-mère qui garde ses petits-enfants pendant que les enfants sont partis en vacances. Et bien, vous lui dites, mais il faut que vous opérez absolument. Ah ben non, je ne peux pas parce que je garde mes petits-enfants. C'est des choses auxquelles il faut penser. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Il reste une question à laquelle on n'a pas répondu, et je pense que malheureusement on n'y répondra pas. C'est néo-adjuvant versus adjuvant en termes de stratégie par rapport à certains sous-types de cancer. Et ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie question académique à laquelle on n'a pas répondu. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport au délai que tu as évoqué, au début de chimiothérapie adjuvante en fonction des sous-types, par rapport à l'efficacité des traitements, est-ce qu'il vaut mieux, dans un cancer HER2+, qui aura de toute façon une chimiothérapie et un traitement anti-HER2, faire du néo-adjuvant versus de l'adjuvant? On n'a pas répondu à cette question. Et il n'y a pas d'études qui aujourd'hui reposent la question. On avait fait une tentative de PHRC, on se voyait être sur la lettre d'intention, considérant que ce n'était pas très innovant par rapport aux molécules, etc. N'empêche que c'est quand même une question importante. Parce que si le délai est important, peut-être que la stratégie va effacer cette notion de délai. Peut-être. Donc voilà.